Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro de 100% Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux des sénateurs. C'est une épidémie qui a fait exploser la colère agricole ces dernières semaines. La dermatose nodulaire frappe les cheptels bovins dans le sud-ouest de la France. Pour éviter la propagation du virus, le gouvernement met en place une stratégie sanitaire de vaccination, mais aussi d'abattage massif des troupeaux contaminés, aux grandes dames des éleveurs. Alors pour parler de cette stratégie sanitaire contre la dermatose, les sénateurs ont auditionné des scientifiques. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. L'ordre du jour de cette nouvelle réunion de l'OPEXT est consacré à une audition publique sur la dermatose nodulaire contagieuse. Il nous a semblé, à l'initiative, je dois le dire, du premier vice-président Pierre Henriet, de réaliser cette audition et de traiter ce sujet d'une grande actualité le plus rapidement possible. Alors, le sujet a émergé particulièrement avant les vacances de Noël, et donc on a fait au plus vite pour organiser cette audition. Donc, je remercie toutes les personnes présentes, qui sont nombreuses, qui nous offrent un panel assez large pour s'être rendu disponible dans ce délai donc assez court, comme je viens de l'indiquer. Pour rappel, la DNC a été détectée pour la première fois en France le 29 juin 2025 en Savoie. Et depuis, 117 foyers ont été détectés dans principalement deux grandes zones sur le continent français, les Alpes, Jura et le Sud-Ouest, pour localiser. Alors cette maladie est très contagieuse, on le sait, mais elle nécessite que des mesures soient prises pour en empêcher la diffusion. C'est ce dont vous allez nous parler ce matin. Nous allons examiner les modalités pour empêcher donc cette diffusion. Comme cela est habituel à l'Office, nous allons examiner ce sujet sous l'angle des apports de la science, en attendant des experts, loin, si possible, des polémiques politiciennes qui ont un peu pollué ce débat, particulièrement, mais il y en a d'autres. Nous pourrons ainsi, me semble-t-il, apporter une contribution de fond au débat et éclairer les travaux parlementaires en cours, notamment la mission flash de la Commission des affaires économiques du Sénat, dont je salue les rapporteurs présents. Avec nous ce matin, Annick Jacquemet. Je crois que Martine Berthet voulait nous rejoindre aussi. Elle va peut-être arriver. Elle est en visio. Très bien. Et également Gérard Lahellec, Christian Redon-Sarrazy, qui doivent terminer leur mission, si j'ai bien compris, le 4 février. Et donc, c'est aussi une contribution de l'OPEX qui pourrait vous intéresser pour alimenter votre propre mission flash. Et donc les membres aussi de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, dont certains nous ont indiqué qu'ils seraient connectés à distance. Je ne les vois pas ici, mais probablement qu'il y en a quelques-uns. Cela me permet de vous rappeler que cette audition publique, comme à chaque fois, est captée et diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et sur certains réseaux sociaux du Sénat, qu'il sera ensuite possible de revoir sur les pages de l'Office et sur les sites de l'Assemblée nationale du Sénat, de revoir cette audition en différé, en replay, comme on dit en bon français. Vous trouverez également sur ces pages le lien permettant aux internautes qui le souhaitent de poser des questions pendant l'audition. Et avec Pierre Henriet, nous relayerons dans un certain nombre de ces questions lors du débat qui suivra les interventions de nos invités. Pour mener cette audition, nous avons, comme le veut l'usage, désigné deux rapporteurs, un député et un sénateur, en l'occurrence Gérard Le Sol, député de la Seine-Maritime, qui est vice-président de l'Office, et Sonia de la Provoté, qui est sénatrice du Calvados. Et nous allons leur laisser mener donc cette audition publique, à moins que Pierre souhaite ajouter quelque chose. On verra après au moment des questions. Madame la sénatrice, monsieur le député, on vous laisse la main. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue Gérard Le Sol et moi-même allons animer cette audition publique et nous avons retenu 4 thématiques. La présentation des caractéristiques de la maladie et de la réglementation européenne qui s'y applique,
Le second thème est le système français de diagnostic et de surveillance de la DNC. Le troisième, les stratégies de contrôle et d'endiguement de la DNC. Et le quatrième, la gestion de la maladie à l'étranger et la collaboration internationale. Tout ça s'inscrivant donc dans l'éclairage scientifique de l'état de la connaissance et des perspectives. Je remercie d'avance tous les intervenants pour le temps qu'ils nous consacrent ce matin, intervenants nombreux. Je vous remercie d'avoir réussi à tenir dans la salle. Je sais que cette crise sanitaire les occupe énormément et les a mis, souvent malgré eux, sous le feu des projecteurs. Elle nous occupe également, je vous rassure. Certains d'entre eux ont subi des attaques inacceptables que nous condamnons fermement. Aujourd'hui, l'objectif est de comprendre les réalités de terrain ainsi que les bases scientifiques des décisions prises et à prendre. C'est la raison pour laquelle il nous est paru important de commencer par rappeler les caractéristiques de la dermatose nodulaire contagieuse ainsi que la réglementation européenne qui s'y applique. Pour aborder ces sujets, nous avons invité donc 2 intervenants. Madame Barbara Dufour, docteur vétérinaire et professeure émérite à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, ainsi que Monsieur Olivier Debaer, docteur vétérinaire, directeur de la crise à la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Je laisse la parole à Madame Barbara Dufour qui va nous présenter les caractéristiques de la maladie. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci de votre invitation. Je vais essayer, donc, dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire 7 minutes, mais avec quelques diapositives, si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas pour l'instant, de vous présenter les principales caractéristiques de cette maladie qui était encore exotique en France jusqu'au 29 juin dernier. Même si, et je pense que notre collègue Alexandre Fedieski le dira, c'est une maladie en expansion dans le monde actuellement. Je meuble un peu pendant qu'on essaye de trouver mon PowerPoint. Voilà. Alors, je vais quand même commencer pour ne pas perdre de temps. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Non, c'est pas vous. Il est là, mais il ne s'affiche pas. Ça, c'est très intéressant. Ça va arriver. Ah, ben formidable. Vous pouvez mettre en toute... voilà, en présentation, là, ici, en diaporama. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est une maladie exotique, grave, et la première chose qu'il faut bien dire, c'est une maladie... Alors, je ne peux pas passer les diapos, c'est sur quel machin qu'il faut appuyer, c'est sur le... Donnez-moi ça, s'il vous plaît, je vais me débrouiller avec. Voilà, merci beaucoup. C'est une maladie donc non transmissible à l'homme, c'est très important de se le rappeler et de le dire, donc c'est une maladie strictement animale. Alors ça y est, c'est un nouveau truc là qui arrive. Voilà, merci beaucoup. L'agent pathogène, c'est un virus, c'est une maladie virale. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas donc de traitement contre cette maladie. C'est un virus de la famille des poxvirus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est un virus qu'on connaît bien, d'abord parce que cette maladie est bien connue dans le monde et aussi parce qu'elle est voisine d'autres maladies qu'on connaît bien, sur les petits ruminants notamment. C'est un gros virus double brun, donc assez stable. Et ça, c'est important parce que du coup, la biologie moléculaire nous donne peu d'informations sur le suivi épidémiologique des souches. Et c'est un virus qui est très résistant dans le milieu extérieur. Et ça aussi, c'est intéressant, si je puis dire, pour les difficultés d'éradication. Le point suivant, si j'arrive à passer la diapo, ça marche. Oui, ça marche. Donc, je l'ai dit, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Je vais revenir sur cette contagiosité, sur les modalités de contagion. Ouais, alors donc, non, ça, il ne faut pas que j'appuie sur le truc, c'est ça? Il ne faut pas que je... Ah, d'accord. Ah, c'est la régie. D'accord, OK. Donc, c'est pas moi. Enfin, c'est une maladie qui est grave pour les bovins. Je vais vous l'illustrer avec une diapo, simplement. Et donc, c'est une maladie, pour toutes ces raisons-là, parce qu'elle est grave, parce qu'elle est très contagieuse, parce qu'elle affecte aussi une espèce importante, celle des bovins. Bon, toutes les espèces d'élevage sont importantes, mais les bovins, un bovin, c'est un gros animal, que l'objectif est l'éradication. Voilà. Mon deuxième transparence, c'est pour évoquer quelques signes cliniques. Peu importe finalement pour vous cette clinique, mais sachez quand même ça illustre cette gravité. C'est une maladie générale, c'est une maladie qui va conduire à des nodules évolutifs sur tout le corps de l'animal, comme vous pouvez le voir sur ces diapositives. Les animaux ont beaucoup de fièvre,
anorexie, abattement, chute de lactation, ça c'est très important pour la baisse économique dans les élevages, et puis pour les vétérinaires, une importante hypertrophie des nœuds lymphatiques. Sachez que la mortalité des animaux peut aller jusqu'à 10%, notamment sur des races laitières comme nos races à nous assez développées, même si dans les pays du Sud, cette mortalité est souvent plus faible parce que la maladie y est en zootique. La morbidité peut être, c'est-à-dire le nombre d'animaux malades peut aller jusqu'à presque 50%. Et enfin, sachez que les animaux qui guériraient, si on ne les abattait pas, auraient des séquelles importantes, qui ce seraient des non-valeurs économiques. Voilà pourquoi cette maladie est considérée comme une maladie grave pour les bovins. On pourrait considérer que c'est une sorte de variole des bovins, en fait. Un même type de virus, etc. Donc, vous imaginez bien, puisque vous connaissez la gravité de la variole humaine, de la gravité de cette maladie pour les animaux. La transmission. Alors, il y a deux types de transmission. Il y a une transmission, j'allais dire, la plus importante, la plus classique aussi, qui est la transmission vectorielle. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez sur ce petit transparent, un bovin infecté se fait piquer mécaniquement par une mouche, un stomox, un tan. Cette mouche, avec ses pièces buccales souillées, va aller piquer un autre animal parce qu'elle va être dérangée, parce que ça fait mal, une piqûre en fait de mouche, sur un autre animal, et la transmission va se réaliser de cette manière-là. C'est pas la même chose que la transmission, ce qu'on appelle une vectorielle classique, où l'agent pathogène se multiplie dans le vecteur, comme par exemple le paludisme que vous devez connaître, ou la fièvre catarrhalovine pour ceux qui connaissent cette maladie strictement animale. Là, il s'agit d'une transmission passive. Pour autant, elle est, du moins ce qu'il en est connu, il y a des questions encore autour de ça, mais pour ce qu'il en est connu, et pour autant, elle est quand même extrêmement efficace, parce que la pullulation des mouches et des stomox en élevage, c'est pas tout à fait un mythe. C'est la transmission principale. La deuxième transmission, c'est une transmission indirecte, non vectorielle, soit directement des animaux les uns en contact avec les autres, parce que l'ensemble des sécrétions des animaux, que ce soit la salive, les larmes, etc., sont affectantes. Donc par contact direct, ça a été prouvé, et éventuellement par du matériel souillé, évidemment aussi par des seringues. Les insectes jouent le rôle de seringues volantes, donc les seringues pas volantes, normales si je puis dire, peuvent jouer exactement ce même rôle de transmission. Alors, ça ne marche plus du tout. Si, ça y est. Ah, ben, c'est formidable. Là on a une vraie vision des choses. Merci beaucoup. Là, on a franchi une étape. Merci, en tout cas, pour la technique. Voilà. La relation entre ces deux transmissions, elle est, pour les souches qu'on connaît, parce que il semble que ça évolue, je pense qu'Alexandre le dira peut-être tout à l'heure, mais elle est essentiellement vectorielle, entre animaux. Parce qu'évidemment, entre élevages, ce n'est pas tout à fait de la même chose. Alors, pour la vectorielle mécanique, je l'ai dit, rôle de seringue, voilà l'essentiel de nos insectes en cause, des tabanidés, des mouches piqueuses, etc. La transmission se fait, je l'ai dit, par les pièces buccales. Et sachez quand même que ce virus peut vivre sur ces pièces buccales quelques heures. Ce n'est pas non plus 8 jours. Voilà. Et en plus, ces insectes, et ça c'est très important, ils ne font pas 250 km tout seuls. Et ils ne sont pas transportés par le vent parce qu'ils sont lourds, contrairement à d'autres insectes. Ça, c'est aussi important. Donc, c'est en fait une transmission de proximité que je suis en train de vous décrire. Et bien sûr, dans cette transmission de proximité, rappelons quand même les durées d'excrétion avec des croûtes extrêmement... le virus, si vous voulez, les nodules évoluent par des croûtes. Ce virus reste vivant dans ces croûtes pendant plusieurs mois. Donc, vous avez un environnement qui est contaminé pendant plusieurs mois. Or, les mouches, elles peuvent se promener aussi sur ces croûtes, etc. Sur les animaux qui ont des symptômes, la virémie est longue. Et, je l'ai dit tout à l'heure, l'excrétion dans l'ensemble la salive, les larmes, etc., est présente et existe. Il y a également une excrétion par des animaux qui sont infectés inapparents. Et on vous le dira tout à l'heure au niveau du laboratoire, on ne sait pas aujourd'hui détecter ces animaux par des analyses de laboratoire. On ne sait pas dire quel est l'animal, si un animal à proximité d'un animal infecté, si cet animal est infecté lui-même ou pas, tant qu'il n'a pas manifesté des signes cliniques. Et ces animaux, même s'ils ont une virémie relativement courte, de l'ordre de quelques jours, il a bien été montré par des publications que ces animaux pouvaient transmettre la maladie par l'intermédiaire de mouches, voire éventuellement par contact direct avec d'autres. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la transmission entre élevages.
Cette transmission, elle ne se fait donc pas, vous l'avez compris, par les mouches et les stomox tout seul. Elle peut se faire par des mouches et des stomox infectés si on les met dans des véhicules et qu'on les transporte, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, ce transport. Et donc l'essentiel de cette transmission, elle se fait, c'est une transmission entre guillemets à distance qui se fait par le transport des animaux. Alors, dans des camions, éventuellement, on peut transporter aussi des mouches dans des camions. Donc, quand on a un foyer qui se trouve à 200 km d'un premier foyer, c'est pas venu par une mouche qui a volé de ses propres ailes. C'est important de se le rappeler et de le savoir. Eh bien, je crois que je vais résumer quelques éléments et je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez l'essentiel pour comprendre un certain nombre de choses. Je vais résumer 2-3 choses que je n'ai pas dites. Je ne vais pas les résumer, je vais les dire quand même parce qu'il faut que vous les reteniez pour la suite de des présentations. Je l'ai dit, c'est une maladie très contagieuse. L'EFSA a fait un rapport sur cette maladie il y a quelques années maintenant. Et en s'inspirant de ce qu'elle avait vu, notamment dans les Balkans, elle a montré qu'un bovin avec des signes cliniques, il contamine autour de lui entre 16 à 19 bovins. C'est quand même pas rien. Le deuxième point, je l'ai dit et je le répète, les bovins qui n'ont pas de signes cliniques mais qui sont infectés peuvent transmettre la maladie. Certes, de manière moins importante que les bovins malades, mais ils peuvent le transmettre. Enfin, il n'y a que 40% des animaux infectés qui vont présenter des signes cliniques. Donc il reste... sur les animaux infectés, il en reste 60%, 55 à 60%, qui sont infectés, qui sont dangereux et qui ne manifestent pas de signes cliniques. Et enfin, l'EFSA avait montré aussi que dans les 4 km et demi, mettons 5 km d'un foyer, la probabilité pour un élevage de devenir foyer, si on ne faisait rien dans le foyer d'origine, était de 95%. Donc ça vous montre l'extrême contagiosité de cette maladie. Le dernier point, je crois, qui est un point absolument fondamental, l'incubation de cette maladie est longue. Alors, elle peut être courte, elle peut être de 4 à 10 jours, comme beaucoup de maladies infectieuses, mais elle peut aller jusqu'à 4 semaines. Et donc, vous pouvez avoir des animaux qui sont infectés, qui sont porteurs du virus, qui ne manifestent rien et qui, pendant 28 jours, vont ne rien manifester, jusqu'au moment où ils vont faire des signes cliniques et donc devenir extrêmement contagieux. Avec ces éléments-là, vous pouvez comprendre pourquoi, dans un troupeau, il est absolument indispensable, si on veut éradiquer, tout le problème est de savoir quel est l'objectif de la lutte contre cette maladie, si on veut éradiquer, que dans un troupeau où il y a des signes cliniques, il n'est pas possible de ne pas abattre le troupeau, ne pas faire un abattage total pour éviter la contamination autour. Et je voudrais terminer en disant que, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois, dans les médias notamment, j'ai beaucoup à la fois d'empathie, mais aussi de respect pour les éleveurs qui ont accepté cet abattage parce qu'ils ont protégé les autres et ils ont fait preuve d'une grande solidarité. Voilà, je vous remercie sur ce que je voulais dire. Bien évidemment, je peux répondre à d'autres questions, à des questions si vous le souhaitez. J'ai tenu 7 minutes. Hein. Merci Madame Dufour. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Olivier Debert qui va nous expliquer la réglementation européenne qui s'applique à la dermatose nodulaire contagieuse. Vous avez la parole. Et nous poserons les questions à la fin de toutes les séquences, de façon à ce que voilà, on puisse concentrer les questions de tout le monde. Merci. Bonjour Mesdames, Messieurs. Alors, tout d'abord, je souhaiterais souligner quelques généralités qui fondent la réglementation sur les maladies contagieuses. Alors, en santé animale, les maladies contagieuses font, pour les plus préjudiciables d'entre elles, l'objet d'une réglementation européenne forte, fondée elle-même sur des normes internationales, le tout fondé sur la science. Les maladies sont préjudiciables par définition sur la santé animale, voire également pour la santé humaine. Ce qui n'est pas le cas ici, ni par contact avec des bovins, ni par piqûre avec les insectes, ni même par consommation d'aliments. Ces maladies sont préjudiciables donc au-delà de la santé animale, voire de la santé humaine, sur le bien-être animal, et aussi sur l'économie des filières de production, ainsi que pour certaines d'entre elles, sur la santé des écosystèmes en cas d'atteinte à la biodiversité animale. La science, qui fonde la réglementation, recouvre un certain nombre d'éléments, la connaissance de la maladie, bien sûr, de l'agent pathogène, des espèces affectées, des sources d'agents pathogènes, des voies d'entrée chez les animaux, des voies de transmission entre animaux, entre élevages, des éventuelles espèces sauvages réservoirs. Dans le cas présent, il n'y en a pas en France. Les éventuelles espèces vectrices, ici pour la DNC, certains insectes,
Les signes cliniques, les lésions, la durée d'incubation, les moyens de diagnostic et les prélèvements appropriés. Toutes ces connaissances scientifiques conduisent à établir les mesures appropriées de surveillance, de prévention et de lutte spécifiques et adaptées à chaque maladie, même s'il y a des piliers communs. Et c'est bien la science qui fonde la réglementation. De même que la science progresse, la réglementation évolue. La réglementation actuelle sur la DNC, en droit européen, traduit l'état actuel des connaissances scientifiques. Alors qu'en est-il de la DNC plus spécifiquement? La DNC est une maladie préjudiciable car elle a un impact important, on vient de l'entendre, sur la santé animale et également sur le bien-être animal par sa capacité à rendre malade et dans certains cas à provoquer le décès de l'animal malade. Et un animal malade est un animal qui souffre. De plus, au-delà de la santé animale et de l'impact sur le bien-être animal, cette maladie provoque des pertes conséquentes de production de lait, de viande, et aussi altère de façon conséquente la qualité des cuirs. Il s'agit d'une dermatose. Donc en plus de son impact important sur la santé et le bien-être animal, cette maladie, la DNC, est également une maladie préjudiciable du fait de son impact économique important sur les filières de production et de commercialisation. C'est pourquoi cette maladie est classée en droit européen dans la catégorie des maladies de type A, qui est la catégorie des maladies les plus dangereuses et celles aussi qui sont habituellement absentes du territoire européen. En droit européen, donc la DNC est une maladie de catégorie A et comme toutes les maladies de catégorie A, elle doit être éradiquée à ce titre du territoire européen afin que le territoire européen recouvre rapidement son statut indemne initial. Plus spécifiquement concernant la DNC, la réglementation prévoit 4 piliers complémentaires de mesures pour atteindre l'objectif d'éradication. Cette maladie était jusque-là absente de notre territoire. Première fois en fin juin que cette maladie est détectée en France. Elle l'était aussi pour la première fois en Italie. Donc les 4 piliers complémentaires sont d'abord la surveillance. La surveillance est nécessaire pour une détection précoce de la maladie afin d'agir ensuite rapidement. Il s'agit d'une obligation qui est faite à tout détenteur de bovins ainsi qu'à tout vétérinaire de signaler sans délai les signes évocateurs de cette maladie. Cela conduira à des prélèvements officiels qui seront analysés dans des laboratoires spécialement désignés et agréés pour cela, avec des méthodes de diagnostic normées. Second pilier, dès lors qu'une source est avérée de virus, donc dès lors qu'un foyer est confirmé, le second pilier, c'est le tarissement des sources avérées de virus par le dépeuplement total, sur place, de tous les bovins de l'unité épidémiologique infectée, c'est-à-dire du bâtiment ou de la pâture. Alors il s'agit d'une mesure forte. Elle est forte, elle est très efficace, mais elle est très difficile sur le plan psychologique, très douloureuse sur le plan psychologique. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, en plus des mesures sanitaires, des mesures adaptées de soutien psychologique à l'éleveur au moment de l'annonce du foyer, au moment du dépeuplement, et ensuite jusqu'au repeuplement. Et en particulier, un appui psychologique de la mutualité sociale agricole. L'impact économique aussi est également fort, et c'est pour ça qu'il y a des indemnisations prévues par l'État. La mesure de dépeuplement est difficile pour l'éleveur touché, et l'indemnisation ne compensera jamais la douleur. Pour autant, cette mesure dure est nécessaire pour éviter que les élevages voisins soient à leur tour infectés. Et c'est en agissant fortement sur les uns que l'on protège tous les autres. Troisième pilier, interdiction de mouvement de bovins, ici, dans une zone réglementée qui est de 50 km autour des foyers. Cette mesure est également fondamentale car elle vise à éviter de transporter le virus sur de grandes distances par le transport d'un bovin infecté. Et en particulier de grandes distances au-delà de la zone réglementée des 50 km. Et vous l'avez vu au cours de cette crise, à plusieurs reprises, rares, il y a eu ces sauts, ces mouvements illicites, rares mais très préjudiciables. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la vaccination obligatoire dans la zone réglementée des 50 km, voire au-delà pour les territoires exposés. Et il s'agit d'une mesure de vaccination obligatoire et prise en charge intégralement par l'État. Voilà les 4 piliers importants de la réglementation sur cette maladie, qu'on retrouve aussi sur d'autres maladies. Pour terminer,
il est important de dire que la DNC est classée en droit comme maladie de catégorie A parce qu'elle est dangereuse pour les bovins, et non pas l'inverse. La DNC n'est pas dangereuse parce qu'elle est de catégorie A. Elle est de catégorie A parce qu'elle est dangereuse. Et nous ne pouvons pas vivre avec. Alors, je voulais insister sur ce dernier point pour ne pas laisser à penser, à tort, que le problème serait ici la réglementation. Le problème, c'est la maladie. L'ennemi, ici, c'est un virus. Je le souligne parce qu'on a eu de nombreuses attaques, des menaces, des allégations, des contre-vérités scientifiques qui ont été faites tout au long de cette crise. Alors pour terminer, je souhaite vous remercier pour l'initiative et l'organisation de cette audition avec les acteurs concernés. Et comme la période s'y prête, je souhaite à tous une année sereine et saine sur le plan de la santé animale au moins. Merci, Monsieur Debert, pour ces vœux de bonne année sereine. Je donne d'abord la parole à Monsieur Salva, qui va intervenir sur les vaccins utilisés depuis le début de la crise DNC et sur le rôle de l'ANSES et de l'Agence nationale du médicament vétérinaire dans l'obtention rapide des autorisations d'importation la première semaine de la crise, ainsi que dans la délivrance d'une autorisation temporaire d'utilisation dans les semaines suivantes. Monsieur Salva, vous avez la parole. Merci madame la sénatrice et merci mesdames et messieurs les députés et sénateurs. Vous l'avez vu, sur un certain nombre de maladies animales, l'ANSES est le laboratoire national de référence, voire laboratoire européen de référence pour certaines maladies comme la fièvre aphteuse. Sur des maladies exotiques en France comme la DNC, c'est plutôt le CIRAD et Philippe Caufour a fait une très belle présentation pour illustrer ça, qui est le laboratoire national de référence. Donc moi, j'interviendrai sur la partie où on intervient réellement de façon opérationnelle dans l'appui à la gestion de cette crise, qui est la partie de délivrance des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires, qui est aussi une des missions de notre agence. Il est important dans ce type de crise, quand on dispose de vaccins, d'en disposer rapidement pour conforter les stratégies d'éradication, parce que très souvent, l'abattage tout seul ne suffit pas. On doit, pour éviter la diffusion de la maladie, utiliser des vaccins. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans ce cas ? Eh bien, le premier cas a été notifié le 30 juin. Dès le 2 juillet, et très vite, le ministère de l'Agriculture a pris la décision de faire appel, notamment au stock d'urgence de l'Union européenne de vaccins, pour faire les premières vaccinations. Et donc, on avait la possibilité soit de délivrer une autorisation temporaire d'utilisation pour un vaccin qui était produit en Europe, qui est par la société MSD aux Pays-Bas, soit d'importer les stocks européens qui étaient en Afrique du Sud. Et c'est ce qui a été choisi dans un premier temps pour être plus rapide. Et donc, alors, il y a eu une demande d'autorisation temporaire d'utilisation pour le vaccin MSD qui a été déposée dès le 2 juillet. Mais le 3 juillet, la France a commandé 350 000 doses à l'Institut Unterstützung Biological Product, qui est le producteur sud-africain. 350 000 doses de la banque de vaccins de l'Union européenne. On a réceptionné, nous, des éléments sur ces vaccins-là dès le 4 juillet. Et on a fini l'évaluation de ce vaccin le 8 juillet. Il est nécessaire quand même d'évaluer ces vaccins, évidemment, avant de les administrer, parce que c'est des vaccins qui peuvent avoir des effets secondaires. Il faut qu'on s'assure que dans le dossier, tout est documenté en termes de sécurité et de sûreté biologique du vaccin. L'idée d'un vaccin, c'est de prévenir la maladie, pas de provoquer une maladie. Et dans ce cas, dans les deux cas, que ce soit le vaccin MSD ou le vaccin de l'Institut Unterstützung, on a des vaccins qui sont des vaccins vivants, atténués. Un vaccin vivant atténué, il peut avoir plus d'effets secondaires qu'un vaccin entier tué, ou qu'un vaccin sous-unitaire type ARN messager ou sous-unitaire viral. Donc on a un dossier à évaluer. Et donc on a d'une part autorisé l'importation de ce vaccin et d'autre part instruit ce dossier pour s'assurer que ce vaccin était sûr. Et donc ça, c'était fait dès le 8 juillet. La vaccination a pu commencer très vite. Pour l'autre vaccin, le vaccin de MSD, qui est celui qui est utilisé actuellement,
On a donc instruit cette demande d'autorisation temporaire d'utilisation, qui est un mécanisme un peu particulier qu'on a en médecine vétérinaire, qui n'existe pas de la même façon en médecine humaine, qui nous permet d'instruire une pré-AMM en quelque sorte, hein, et sur lequel le fabricant qui dépose une demande d'ATU doit s'engager à déposer en même temps une demande d'AMM, mais qui va mettre beaucoup plus de temps à être instruite pour l'autorisation complète de mise sur le marché. Et donc cette autorisation temporaire d'utilisation qui a été instruite donc à partir du 17 juillet, à partir du 15 juillet pardon, pour ce vaccin MSD, a été délivrée le 28 juillet. Et donc tous délais qui sont compatibles avec une utilisation rapide du vaccin sur le terrain, puisque la vaccination a commencé dès le mois de juillet en Savoie et Haute-Savoie, avec le succès qu'on connaît pour ces deux départements qui ont réussi, avec cette combinaison d'éradication, d'élimination des animaux dans les troupeaux contaminés et de vaccination autour de ces troupeaux, à se débarrasser de cette maladie. Alors, juste un petit point sur les effets secondaires. Alors, je vous ai dit que ce vaccin est un vaccin vivant atténué. Comment il est atténué ? Il y a une délétion, donc c'est une souche. Déjà, c'est un vaccin qui correspond à la souche homologue à celle de l'infection. Et c'est une souche qui est délétée, donc il y a un petit morceau d'ADN de la souche qui manque à l'intérieur du génome viral, ce qui permet d'atténuer les symptômes. Néanmoins, il peut y avoir des vaches qui développent quelques petits symptômes suite à cette vaccination. Et donc on a juste depuis, pour un bilan qui était fait mi-décembre, pour à peu près 1 million de doses de vaccins utilisées, on avait 46 cas signalés en pharmacovigilance, principalement des réactions au point d'injection, avec des réactions inflammatoires, alors qui peuvent ne pas être complètement bénignes, hein, qui peuvent, pour des vaches à viande par exemple, entraîner une saisie partielle au moment de l'abattage, parce qu'il y a un morceau de viande qui a fait l'objet d'une inflammation et qui n'est pas consommable. Bon, c'est quelques centaines de grammes ou quelques kilos au maximum, hein, c'est pas non plus des choses très importantes, mais 46 effets secondaires signalés, compris certains un petit peu plus graves, pour 1 million de bovins vaccinés, on peut considérer qu'on est à peu près sûr de notre système de pharmacovigilance, d'une part, hein, on a un très bon relais des vétérinaires, et d'autre part que c'est un vaccin qui a finalement peu d'effets secondaires par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre. Voilà ce que je dirais pour le moment, puis je répondrai à vos questions plus précises peut-être à l'issue de ces présentations. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à messieurs Gauchot et Gauthéo qui vont évoquer les conditions à remplir pour une gestion efficace de la crise sanitaire, à savoir la confiance entre les acteurs, mais également un maillage sanitaire important. Messieurs, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci pour cette audition. On s'est réparti un petit peu les rôles pour que votre commission ait la meilleure vision. Donc moi, j'ai une vision un peu plus politique des choses. Là, on est un peu dans la science et des explications. Donc c'est pour ça que je préfère laisser la parole au professeur Guattéo de l'école vétérinaire de Nantes. Merci Jean-Yves, merci de cette invitation pour partager avec vous quelques points qui nous semblaient importants de souligner pour la mobilisation et la mise en place de cette stratégie de lutte. Alors comme Olivier l'a présenté, effectivement, il y a une réglementation qui s'impose à nous. Après, il faut pouvoir la décliner au niveau national et local. Et donc, ça a fait l'objet, dès le début de la crise, de réunions et de plusieurs réunions du CNOPSAV, donc du Conseil national de la politique sanitaire animale et végétale, autour duquel l'ensemble des acteurs du sanitaire, scientifiques, mais également responsables des associations d'éleveurs, laboratoires pharmaceutiques, etc., peuvent être représentés. Et puis également un tissu local qui est extrêmement important. Alors, ça a déjà été en partie abordé par Thomas Rambaud de la DILVA, vraiment, je dirais, 4 piliers: les groupements techniques vétérinaires, les vétérinaires praticiens, les groupements de défense sanitaire, associations d'éleveurs, les services de l'État, bien évidemment, des DPP et les LVD. Et cette organisation-là, elle est quand même assez spécifique, elle est très réactive. Par contre, elle repose sur la confiance, les habitudes de travail et le respect entre les différents acteurs. Je pense que ça a souvent et presque toujours été le cas. On a vu que l'arrivée de la crise dans le sud-ouest a pu tendre un peu plus les relations que ça ne l'avait été dans les deux Savoies.
Et ce système, en fait, il est efficient et à plusieurs reprises, il a montré son efficacité. Là, on parle de DNC. Dans les diapositives qui étaient présentées par Thomas Rambaud, il était fait également des crises sanitaires antérieures qu'on a pu connaître. La fièvre catarrhale ovine qui est arrivée en 2008. On avait une vaccination obligatoire de l'ensemble des ruminants. On avait déjà une mobilisation assez exceptionnelle. Plus récemment, la maladie épisodique hémorragique qui est arrivée également, l'influenza aviaire. Enfin, à chaque fois qu'il y a des crises, ces dispositifs sont là, sont réactifs. Et du coup, pour ce qui est de la DNC, je voulais souligner quand même la mobilisation assez exceptionnelle et l'ampleur, notamment de la part des vétérinaires. Alors pas que, mais en tout cas sur le terrain, c'est sûr. Dans 2 périodes, que ce soit dans le sud-ouest et en Savoie, qui n'étaient pas simples. C'était la période estivale et des congés, ce qui peut entraîner pas mal de soucis logistiques. Mais en tout cas, toutes les tâches ont été abandonnées. Tout ce qui a pu être reporté a été reporté. Une mobilisation également de l'ensemble des vétérinaires, j'allais dire français, des sapeurs-pompiers, de l'armée, des étudiants également. Je tiens à dire que dans les écoles vétérinaires, on a tout fait pour libérer un maximum de nos étudiants pour venir prêter main forte à nos confrères, des vétérinaires retraités également. Et donc voilà, c'est pour démontrer aussi l'efficacité de ça, la campagne de vaccination, en tout cas dans le sud-ouest, elle visait la vaccination d'à peu près 700 000 bovins. À date, hier, on est sur 92,1% du cheptel qui devait être vacciné, qui est vacciné, sur une période, on va dire, si on doit simplifier, d'environ 5 à 6 semaines, ce qui me semble devoir être souligné, qui est vraiment exceptionnel. Malgré, comme vous l'avez souligné, le fait que le contexte il est très délicat, certains vétérinaires, dont certains proches de moi d'ailleurs, ont reçu des menaces et qui n'étaient pas des petites menaces. Et malgré ça, les vétérinaires, ils ont tenu bon, ils sont vraiment là au service et au contact des éleveurs. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Parce que pour moi, justement, vous disiez, on voulait adresser ce message du maillage sanitaire. Pour nous, en fait, on a rappelé les 4 piliers, mais sur la détection précoce, on a besoin bien évidemment de vétérinaires sur le terrain pour détecter les cas, pour remonter également des données qui peuvent nous permettre de mieux expliquer les choses aux éleveurs en échangeant avec les confrères qui sont confrontés au cas, parce que moi je suis enseignant à Nantes, donc pour l'instant on va dire que j'ai la chance d'être dans une zone qui est préservée, mais on est bien évidemment en échange permanent avec nos collègues. Et peut-être 2 points qui me semblent intéressants de partager avec vous, avec des collègues avec qui on a pu échanger. Un des vétérinaires qui a dû procéder à l'abattage d'un cas dans le Jura, où pour différentes raisons, entre le premier dépistage du diagnostic qui a eu lieu le 5 octobre et puis l'abattage qui a eu lieu le 13 octobre, donc un délai de 8 jours, et bien, au moment de la mise à mort des animaux, c'est 60% des animaux qui présentaient des lésions. Et puis le cas dans les Pyrénées-Orientales d'une unité épidémiologique de 57 bovins. Pour différentes raisons, il y a eu un délai un peu plus long entre le diagnostic et la mise à mort, et là, c'est 80% des animaux qui présentaient des nodules. Et donc, en fait, ces informations-là, elles sont indispensables à récupérer de la part de nos confrères de terrain. Ensuite, bien évidemment, expliquer et accompagner. Vous avez dit beaucoup de désinformation, et donc c'est notamment le rôle des vétérinaires et des groupements de défense sanitaire d'être au contact, au plus près des éleveurs pour leur expliquer. Pour la mise en œuvre, bien évidemment, et puis pour la recherche fondamentale ou appliquée. Pauline Ezano en parlera sûrement bien mieux que moi, mais en tout cas, voilà, ces vétérinaires, ils se déploient dans les laboratoires, dans les services des DDPP, sur le terrain, et il nous semblait qu'aujourd'hui, c'était finalement un peu quelque chose qu'on appelle aussi de nos voeux qu'un rétex de cette gestion de crise, parce que, comme le disait Céline, il y a d'autres menaces qui sont à la frontière. On a besoin d'avoir un système sanitaire efficace, efficient et en anticipation. Et peut-être juste un dernier point, c'est souligner aussi quelque chose qui a été rapporté lors d'une réunion au ministère la semaine dernière, concernant notamment nos capacités en termes de fabrication de tests, mais également de réponse en termes de production de vaccins. On a quand même une situation en santé animale qui est assez différente de celle de santé humaine, qui est, alors je ne peux pas dire une autonomie complète et totale, mais en tout cas qui est bien supérieure à ce qu'elle est en santé humaine, des capacités de production de kits, à la fois de développement, de mise en place, de déploiement dans les laboratoires vétérinaires départementaux, qui avaient pu être également mobilisés au moment de la crise Covid, pour des résultats d'analyse qui prouvent les capacités d'analyse très importantes, et puis également au niveau pharmaceutique, avec des laboratoires pharmaceutiques en santé animale qui, en moyenne, au niveau français, investissent un peu plus de 10% de leur chiffre d'affaires dans la R&D, et donc qui font qu'on sait qu'actuellement, ils sont sur des vaccins candidats, sur différents travaux et sur des capacités de production qui font qu'on a un système sanitaire pour l'instant efficace qui sait réagir. Mais pour nous, en tout cas, c'est un message qu'on voulait passer. Ce maillage sanitaire nous semble vraiment extrêmement important et parfois mis en difficulté, parce que dans certaines zones, ce maillage est mis à mal. Et puis, il ne faut pas se cacher que les menaces et la situation parfois de tension qu'on peut rencontrer sur le terrain sont de nature, sans doute, dans certaines zones, à altérer durablement le lien entre les vétérinaires et les éleveurs. Et c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gauchot, vous ne rajoutez pas de... D'accord.
Merci, messieurs, pour votre intervention. Je donne maintenant la parole à Madame Gache, qui va nous présenter les résultats concrets obtenus sur le terrain dans la lutte contre la DNC. Madame, vous avez la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette sollicitation. Donc, je suis Christelle Gache, la directrice de GDS France, qui est la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, les GDS, qui sont des organisations d'éleveurs chargées d'accompagner techniquement les éleveurs sur les sujets de santé et de bien-être animal. Ma présentation portera sur les résultats de la gestion mise en place collectivement vis-à-vis de cette maladie, en essayant d'objectiver factuellement les performances finalement de ces 4 piliers qui ont été précédemment évoqués. Sur le premier pilier, qui est le pilier de la surveillance, alors on l'a dit, la rapidité de la détection va directement conditionner les chances de contrôler et d'éradiquer cette maladie. Et là, le rôle de l'éleveur est déterminant dans la précocité du diagnostic. Depuis l'arrivée de la maladie sur notre territoire, les actions de sensibilisation ont été nombreuses vis-à-vis des acteurs terrains, que sont les vétérinaires, les éleveurs, et leur attention a été mobilisée par des campagnes d'information régulières pour maintenir cette mobilisation. Et puis, cela a été évoqué, l'agrément rapide des laboratoires d'analyse capables de réaliser le diagnostic de cette maladie a fortement aidé pour réduire le délai de confirmation des suspicions. La surveillance mise en place depuis le 29 juin dernier a permis de détecter 117 foyers qui sont répartis dans 11 départements en 3 régions. Vous le voyez sur cette carte, les départements enregistrant le plus de foyers sont les 2 départements des Savoie et le département des Pyrénées-Orientales. Alors bien sûr, le degré de vigilance d'un éleveur est variable. Il va dépendre de la sensibilisation et des connaissances que j'ai évoquées, de son niveau de compréhension et bien sûr de sa bonne volonté. Voilà, certaines situations de détection tardive qui sont listées sur cette diapositive ont malheureusement été objectivées depuis le début de cette crise. Sur le deuxième pilier, qui est la gestion des mouvements, alors le principe pour empêcher la diffusion du virus d'un élevage foyer, voire d'une zone géographique, eh bien, c'est de restreindre, voire d'interdire les mouvements. Le principe de rien ne sort, rien ne rentre, pour vraiment éviter l'échappement du virus. Alors en préalable, il semble important de rappeler que concernant le suivi et le contrôle des mouvements des bovins, il faut distinguer la traçabilité des éleveurs, des détenteurs et la traçabilité des lieux géographiques de présence des bovins, de détention des animaux. Et on peut avoir à la fois des changements de détenteurs au sein d'un même lieu, par exemple un marché, et puis également des changements de lieu pour un même détenteur, par exemple un changement de parcelle au sein d'un élevage. Donc finalement, ce pilier gestion des mouvements est celui que je qualifierais de plus compliqué à maîtriser. C'est à mon sens notre talon d'Achille dans cette gestion de maladie. Parce qu'il y a d'une part une connaissance qui est imparfaite aujourd'hui de la géolocalisation des animaux en temps réel, avec également certains mouvements qui ne sont pas tracés dans notre système d'information. Il y a également les caractéristiques de la maladie qu'a évoqué Barbara, et notamment la longue période d'incubation qui ont pu induire des mouvements d'animaux avant la découverte de foyers, et puis également malheureusement des comportements inappropriés, voire illégaux, qui ont malheureusement participé à la diffusion sur des moyennes et des grandes distances. Concernant les mesures de dépeuplement total, elles sont, on l'a dit, indiquées pour une maladie très contagieuse que l'on souhaite éradiquer. L'objectif, c'est bien de tarir le plus rapidement possible les sources de virus pour protéger les élevages voisins, voire protéger les éleveurs de la zone géographique. Alors depuis le début de cette gestion de crise, on a environ 3500 animaux qui ont dû être abattus dans le cadre de cette gestion. Donc ça correspond aux 117 foyers précédemment évoqués. Et donc vous l'aurez compris, à la fois des animaux qui présentent des nodules qui sont finalement le sommet émergé de l'iceberg, illustré sur cette diapositive, également tout ce que j'appelle les contaminants silencieux, les bovins asymptomatiques, les bovins en phase d'incubation, etc., qui jouent aussi un rôle dans la propagation de la maladie. Donc ces mesures de dépeuplement, elles doivent être rapides si on veut supprimer au plus vite les sources d'infection. Ça a été le cas dans la quasi-totalité des foyers identifiés. On l'a dit, évidemment, ces mesures de dépeuplement sont dramatiques pour les éleveurs touchés. Et la solidarité, l'accompagnement psychologique, l'appui financier des élevages touchés, et bien évidemment, sont indispensables. Et ces mesures ont été mises en place depuis l'arrivée de ce virus sur notre territoire. Elles ont permis notamment aux premiers éleveurs touchés de pouvoir repeupler leur cheptel. Au-delà de ces aspects, le sujet de l'abattage total est un sujet clivant, délicat. La légitimité des questionnements, des craintes, des interrogations a malheureusement cédé la place à certaines formes de violence et de pression envers les acteurs terrain opérationnels, envers les acteurs institutionnels. Et enfin, sur la vaccination, c'est un pilier bien évidemment très important, indispensable.
et qu'il convient finalement de voir comme un outil individuel mais aussi collectif. Alors, dans le cadre d'un objectif d'éradication vis-à-vis d'une maladie, et c'est bien notre objectif pour la DNC, c'est d'éradiquer cette maladie, plus la proportion d'organismes réceptifs devenus immunisés est élevée, et plus finalement la réduction du phénomène d'allure épidémique est important. Alors à ce titre, et Gilles Salva l'a bien précisé, le fait d'avoir pu bénéficier d'une partie de la réserve de vaccins de la Commission européenne a été vraiment très précieux, puisqu'il nous a fait gagner beaucoup de temps, seulement 17 jours entre la confirmation du premier foyer et le premier animal vacciné. Donc ça a été vraiment un outil très précieux. On a environ 1,7 million d'animaux qui ont pu être vaccinés depuis l'arrivée du virus sur notre territoire. Donc à la fois dans les communes autour des foyers, voire de façon préventive en périphérie de ces zones. C'est le cas notamment de la Corse et de certains départements d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Ce déploiement, il a été rapide, massif, grâce à, je le redis, l'implication exceptionnelle des vétérinaires et la solidarité et l'appui des organisations agricoles et des éleveurs, des GDS à la logistique des chantiers de vaccination. Une population minoritaire d'éleveurs reste réfractaire à la vaccination. C'est une population minoritaire qui a été identifiée, probablement influencée par la désinformation et les fake news qui circulent malheureusement de façon importante sur ce sujet. Donc la vigilance, me semble-t-il, je conclurai là-dessus, doit rester de mise parce que ça peut constituer une faille dans notre objectif d'éradication d'avoir une petite population d'animaux non vaccinés. On l'a vu sur le dernier foyer identifié en Espagne début 2026. Merci. Nous en venons maintenant à notre dernier intervenant, M. Alexandre Fediavski, qui est en distanciel. Je ne sais pas s'il est connecté, je pense. Monsieur Fediavski est chef du service de préparation de la résilience de l'Organisation mondiale de la santé animale et il va nous présenter à la fois le rôle de cette institution sur son action et puis sur la manière dont le virus de la DNC se diffuse dans le monde, les enseignements à tirer de l'épisode des Balkans que nous évoquions tout à l'heure en 2015-2017 et des expériences des autres régions pour finir avec la situation actuelle dans le pourtour méditerranéen. Monsieur Fediavski, je vous cède la parole. Je vous remercie, j'espère que vous m'entendez bien. Nous vous entendons très bien. Ok, le son est absolument épouvantable de mon côté, mais si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Je vous remercie au nom de la directrice de l'Organisation mondiale de la santé animale, Emmanuelle Soubeyran, pour cette invitation. Alors, j'avais envoyé un diaporama, est-ce qu'il peut être... Oui, c'est affiché à l'écran, vous pouvez y aller. Oui, voilà, très bien. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Quelques mots pour présenter brièvement. L'organisation a été créée avec un nom qui était à l'époque l'Office international des épizooties en 1924 pour permettre de réduire les risques de propagation de maladies animales contagieuses, en particulier liées au commerce et au mouvement des animaux. C'est devenu l'Organisation mondiale de la santé animale depuis 2023. Nous sommes une organisation gouvernementale, on compte 183 membres et c'est la seule organisation internationale dont le mandat soit entièrement dédié à la santé et au bien-être animal. Son siège est à Paris et nous avons également des bureaux dans les 5 continents. On se repose en particulier sur un réseau d'experts qui sont des agences qui sont hébergées par les différents pays membres. Et on compte plus de 270 laboratoires de référence et centres de collaborateurs. Et on a également des partenariats avec des organisations internationales comme la FAO, par exemple, auprès de laquelle je suis aujourd'hui, raison pour laquelle je ne suis pas avec vous malheureusement. Les principales missions de notre organisation, c'est tout d'abord de promouvoir la transparence de la situation sanitaire des maladies animales dans le monde. Et c'est un effort qui doit être mené constamment parce que ça ne va pas de soi pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons de capacité de nombreux pays à investir et à maintenir des systèmes de surveillance qui permettent une détection précoce et une vraie connaissance de la situation sanitaire de leur cheptel. L'organisation contribue également à collecter et diffuser de l'information scientifique produite pas nécessairement par nos propres personnels, mais également par tout le réseau de laboratoires et d'équipes de recherche, donc porter à la connaissance les dernières évolutions
de façon à pouvoir en prendre compte dans les mesures de lutte et de prévention contre ces maladies. On a également un rôle dans le soutien, en particulier la coordination des pays pour le contrôle des maladies animales et permettre des échanges entre pays voisins ou à plus grande distance entre eux et avec des experts internationaux. Un rôle important de l'organisation est également l'établissement de normes. Alors, ces normes internationales, elles portent sur les méthodes de diagnostic et la production des vaccins dans un ouvrage que l'on appelle le manuel de tests diagnostiques et des vaccins, et puis également sur les normes sanitaires pour un échange dans la sécurité sanitaire des animaux ou de leurs produits, dans ce qu'on appelle le code zoosanitaire, qui va avoir des aspects transversaux sur le fonctionnement des services vétérinaires et puis des développements maladie par maladie. Ces normes sont d'application volontaire, mais elles sont reconnues par l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l'accord sanitaire et phytosanitaire. Et par exemple, elles vont permettre d'établir sur quels critères on peut considérer qu'un pays ou une zone peut se considérer indemne de la dermatose nodulaire contagieuse, ou dans quelles conditions, si le pays ou la zone n'est pas indemne, des animaux ou des produits peuvent être échangés sans causer de risque de diffusion de la maladie. Enfin, notre organisation mène également un travail pour la reconnaissance et le soutien des ressources des services vétérinaires dans les différents mondes. Diapositive suivante. Alors, sur cette diapositive, on voit un petit peu l'histoire de l'émergence de la dermatose nodulaire contagieuse dans le monde. Donc, c'est une maladie qui était endémique en Afrique, en Afrique plutôt centrale et de l'Est, et qui a contaminé depuis maintenant pas mal d'années l'Afrique australe, où notamment il y a eu des recherches et un vaccin qui a été mis au point. Et puis à partir des années 2000-2010, la maladie s'est progressivement étendue au Moyen-Orient, de là vers le Caucase, la Turquie, qui a eu des difficultés à la contrôler, et ce qui a abouti à la contamination de la Grèce, puis des Balkans, ce qu'on détaillera un petit peu dans la diapositive suivante. Mais en même temps, la maladie s'étendait vers l'Est, vers la Géorgie, l'Arménie, a touché le Kazakhstan, où les efforts de lutte ont conduit à utiliser malheureusement un vaccin qui avait été produit dans des très mauvaises conditions. Et là, vous voyez l'importance de ce que pouvait dire Gilles Salva sur l'efficacité, les études sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins. Et malheureusement, ce vaccin qui était contaminé par de multiples souches, un vaccin vivant, a conduit à l'apparition d'une souche recombinante que vous voyez figurer en violet sur la carte, et qui s'est répandue très rapidement dans le reste de l'Asie, et aujourd'hui présente jusqu'en Indonésie. Cette souche présente des caractéristiques diagnostiques un petit peu différentes, puisque les tests PCR pouvaient la classer faussement comme résultant d'une réaction vaccinale. Donc il a fallu adapter les méthodes diagnostiques, mais elle a également des caractéristiques épidémiologiques différentes, puisqu'elle peut être transmise sans intervention de vecteurs. Alors les vecteurs continuent d'être importants, mais en plus la contamination directe entre animaux est démontrée maintenant pour cette souche recombinante. Parallèlement à cette expansion de la souche recombinante vers l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, la souche classique, elle, atteignait l'Asie du Sud, où elle est moins observée aujourd'hui, mais risque quand même d'être présente de façon endémique et de ressurgir à tout moment. Diapositive suivante. Voilà, quelques mots sur l'épisode Balkan 2015. Donc, la détection a été faite en août 2015 en Grèce, a été suivie par la mise en œuvre d'une vaccination d'urgence sur la zone que vous voyez figurer en bleu sur la carte en haut à gauche.
Mais vaccination qui n'a pas été homogène, réalisée à très haut niveau de façon homogène dans tout le territoire. Et si à la fin de l'année 2015, la situation semblait maîtrisée, à partir du printemps 2016, de très nombreux cas sont apparus et ont diffusé très très largement et rapidement dans le reste des pays de la zone et ont conduit à la mise en œuvre d'une politique de lutte coordonnée dans le cadre d'une plateforme qu'on co-anime, nous, Organisation mondiale de la santé animale, avec la FAO, et dans laquelle la Commission européenne intervient et a également pu apporter son soutien politique et financier de façon à ce qu'une campagne de vaccination massive puisse être mise en œuvre à l'échelle de l'ensemble des pays de la zone, avec un vaccin, le vaccin jugé le plus satisfaisant, c'est-à-dire un vaccin vivant homologue, qui a permis de contrôler la maladie. Et en 2017, on ne voyait plus de foyers que dans les zones où la vaccination avait été finalement moins bien réalisée. Les conditions d'accès et des services vétérinaires dans les pays de la zone posent davantage de difficultés que ce qu'on peut connaître chez nous. Et donc en particulier en Albanie, où un nombre important de foyers avait été détectés pendant l'année 2017. En termes de mesures de lutte, donc c'est essentiellement la vaccination, des restrictions de mouvement, de l'abattage total dans les 2 pays de l'Union européenne qui étaient impactés, la Grèce et la Bulgarie, à part quelques très rares exceptions qui en fait étaient des unités épidémiologiques distinctes. Et puis, hors UE, des abattages partiels, mais un temps de contrôle qui a été jugé plus long. Et donc, du coup, l'ensemble des pays et des experts se sont accordés sur la nécessité de prolonger les efforts de vaccination et de surveillance active pendant 5 ans après la détection des derniers foyers. Donc, diapositive suivante. Alors, une carte qui représente les informations qui nous sont rapportées en termes de présence de la dermatose nodulaire contagieuse dans le monde depuis 2016. Donc, vous voyez l'expansion en Asie. Alors, quelques partage d'expérience, on va dire. Israël avait connu des foyers depuis les années 80-90, mis en place différentes méthodes de lutte pour conclure aujourd'hui l'importance de la vaccination et de la détection précoce, et a remarqué qu'il y a une utilisation de drones pour la surveillance des bovins qui, en complément d'autres outils, apportent une satisfaction à leur niveau. En Asie du Sud-Est, les pays ont été contaminés à partir des années 2019-2020 et ont mis en œuvre une stratégie régionale qui est coordonnée à l'échelle de l'organisation ASEAN et qui repose essentiellement sur la surveillance, la restriction des mouvements et une vaccination massive. On est dans des contextes économiques qui n'ont rien à voir avec ceux de l'Union européenne et pour lesquels l'abattage ne portait pas un avantage en termes de coût-bénéfice. Et donc, cette stratégie est en cours de déploiement, mais les moyens des pays sont très, très inégaux pour arriver à faire face. Et on peut avoir la crainte d'une endémisation dans certains des pays de la région, ce qui, bien évidemment, compromet les efforts de lutte des pays qui, eux, ont mis en œuvre une stratégie de façon plus offensive. Et puis, l'exemple du Japon, qui a été contaminé, alors sans avoir pu forcément expliquer l'origine de l'introduction de la maladie, et qui ne disposait pas de mesures de police sanitaire telles que celles qui ont pu être présentées par Olivier Debert tout à l'heure, et qui donc a édicté des mesures basées sur des recommandations comprenant la restriction des mouvements, l'abattage partiel des animaux présentant des signes ou détectés comme positifs à la maladie, et la vaccination.
Ces mesures ont aujourd'hui, depuis, été adoptées au plan réglementaire et sont intégrées au corpus de la police sanitaire. Et la situation, aujourd'hui, semble avoir été contrôlée au Japon, mais la surveillance doit encore le démontrer pendant plusieurs mois. Diapositive suivante. Alors, un point sur la situation plus proche de la France. Donc, la maladie avait été détectée dans le courant de l'été 2023 et vraisemblablement a circulé depuis la Libye vers l'Algérie et la Tunisie, qui ont réagi, mais pas forcément avec l'ampleur qui aurait été nécessaire pour juguler la maladie, avec des vaccinations périfocales, avant de mettre en place réellement une vaccination généralisée qui est mise en œuvre actuellement en Tunisie. En Maroc, une vaccination préventive est mise en place, mais on a un risque d'endémisation également dans ces pays d'Afrique du Nord. À signaler également donc que la situation en Italie et en Espagne a pu être contrôlée grâce à la mise en œuvre des mesures prévues par la réglementation européenne de façon stricte et rapide. J'avais une dernière diapositive de conclusion que je ne vois pas, mais je peux vous en dire le contenu. La principale leçon, c'est que finalement, les moyens scientifiques vis-à-vis de la dermatose nodulaire contagieuse sont restés pendant très longtemps faibles, mais on a une certitude aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler cette maladie sans une vaccination massive. L'Organisation mondiale de la santé animale continue de mettre à jour les normes internationales. Le manuel diagnostique a été révisé pour la dernière fois en 2024. Le code sanitaire est en cours de révision. Et puis, comme les autres intervenants, je voudrais souligner les nombreuses menaces sanitaires, fièvre afteuse, peste des petits ruminants et autres maladies qui pèsent sur la France et plus généralement sur l'Europe. Et certains facteurs de risque, notamment l'intensification des mouvements d'animaux, légaux et illégaux, la dynamique des vecteurs, et puis les campagnes de désinformation qui ont lieu de plus en plus dans les pays et qui attaquent les services vétérinaires dans l'exercice de leur mission. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Fediavski, Alors, pour je n'ai cette... plus ni visio, ni audio. Pardon. Vous avez encore une... Non. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et qui nous donne la vision mondiale. Je vais passer maintenant la parole à mes collègues parlementaires et puis je pense que nous aurons aussi des questions des internautes. Ah, vous ne nous entendez pas? Est-ce qu'il y a une question? Bruno? Oui, mais merci. Je voudrais remercier le dernier intervenant qui nous a expliqué comment mondialement ça se passait et comment les maladies en général étaient soit suivies, soit détectées, etc. Moi, ma question sera plus locale. Je voudrais parler de la DNC, l'arrivée en France, et finalement, ma question est toute simple, c'est comment est organisée la détection de l'arrivée de cette maladie, éventuellement d'une autre d'ailleurs. Si j'ai bien compris, j'espère avoir mal compris, on commence par avoir confiance en l'éleveur. C'est le premier qui doit dire au GDS, je ne sais pas qui, qu'il a une maladie, ensuite vétérinaire, etc. etc. Et la question subsidiaire, dans le cas qui nous concerne dans le sud de la France, non pas dans l'Est, mais dans le sud de la France, est-ce que tous les éleveurs ont joué le jeu, si je puis dire, ou est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui circulent, qui arrivent dans les fermes sans prévenir pour aller vérifier, regarder? Comment ça se passe exactement? Merci. Peut-être une deuxième question, Monsieur Bazin, et ensuite Dominique Vonnet, puis on vous proposera de répondre. Tout d'abord, une remarque et trois petites questions extrêmement précises et techniques. Première remarque, c'est que, de même que l'influenza aviaire hautement pathogène est mal nommée comme grippe aviaire, il ferait mieux de l'appeler peste aviaire, comme le dit Jeanne Brugière-Picou, vu la gravité de la maladie. Est-ce que vous ne pensez pas que
dermatose nodulaire contagieuse, ça renvoie à une maladie de peau, on le dit la dermatose, et non pas une maladie générale aux conséquences catastrophiques que vous avez décrites. Donc je souligne qu'à mon sens, c'est une maladie mal nommée, une de plus. Je voulais vous interroger sur la contagiosité par les sécrétions des animaux, les croûtes, qu'on vous avait dit tout à l'heure, Madame Dufour, qu'elles étaient très riches en virus. On n'a pas évoqué le risque de transmission par le vecteur humain, ses chaussures, la contamination des objets qu'il peut transporter avec lui. Est-ce que ça ne joue aucun rôle ou est-ce qu'il peut y avoir des risques ? Je m'interroge là-dessus quand on a vu les regroupements de population absolument affolants autour de cas pour éviter l'abattage. On peut se poser la question et je serais très intéressé par la réponse. Ensuite, une question peut-être un peu plus, encore plus technique sur les 50% d'animaux qui n'ont pas de signes cliniques, qui peuvent en avoir, en tout cas au moment où on examine le troupeau, mais qui n'en auront peut-être jamais. Alors que ça survient dans des troupeaux dont la génétique, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est homogène, mais en tout cas, on peut supposer qu'elle est proche. Est-ce qu'il y a des travaux de recherche pour comprendre pourquoi certains animaux sont malades et d'autres ne le sont pas? Troisième question, très très simple, celle-là sur l'espèce réservoir. On nous a dit qu'il n'y en avait pas en France, mais est-ce qu'il y en a ailleurs dans le monde? Et est-ce que ça joue un rôle dans l'entretien de foyers infectieux dans d'autres pays que le nôtre? Et puis enfin, sur l'origine, on a vu sur la présentation du développement de l'épidémie au niveau mondial comment ça s'est en effet propagé, mais est-ce que plus précisément, on sait comment c'est rentré sur les 2 territoires français où c'est arrivé? Merci. Dominique Voynet, Sonia et Annick. Okay. Merci. Merci à tous les intervenants pour la qualité de leurs propos. Et puis évidemment, en préalable, volonté de ma part de témoigner de notre solidarité envers les professionnels qui interviennent dans les fermes et qui sont l'objet effectivement d'attaques assez injustifiées. J'aurais 3 questions. Monsieur Debert, vous avez dit, vous avez insisté sur le 4e axe de la protection qui était la vaccination dans une zone réglementée de 50 km. Et vous avez dit voir au-delà dans les zones exposées. Alors j'aurais voulu savoir ce que c'était exactement les zones exposées et comment le chiffre de 50 km était fixé. Est-ce que c'est une donnée statistique? Est-ce que c'est une donnée vérifiée? Enfin voilà, à quoi ça correspond exactement? Voilà. Deuxième chose, peut-être pour M. Koffour ou M. Rambaud, quelle est la fiabilité du diagnostic moléculaire? Est-ce qu'il y a des faux positifs ou des faux négatifs selon le moment auquel on fait l'analyse? Et puis troisième question, est-ce qu'il y a des dispositions particulières renforçant la surveillance dans les abattoirs? Est-ce que les intervenants dans les abattoirs, les services vétérinaires, sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la surveillance du cheptel? Merci beaucoup, chers collègues. Alors, il y a plusieurs autres questions. Monsieur Salmon, Madame Jacquemet, bien sûr, Sonia de la Provoté, moi-même. Mais peut-être peut-on faire un premier round de réponses parce que sinon, nous allons peut-être les oublier. Est-ce que tout le monde a bien connaissance des questions? Donc, qui veut répondre peut-être à Monsieur Sido sur la qualité des inspections? Je vous en prie, Monsieur Gauchot. C'est toi, Olivier, qui a pris la parole. Vas-y. Merci beaucoup. Sur les inspections, donc je reviens, effectivement, vous avez raison, vous avez bien compris, l'éleveur, c'est le premier sentinelle de la bonne santé des animaux dont il assure la charge et la responsabilité de l'entretien. Donc c'est bien le premier, et c'est bien à lui qu'incombe la détection précoce des animaux en première intention. C'est le sentinelle de son élevage. Pourquoi c'est le sentinelle? Simplement parce qu'il les voit quotidiennement ou quasi quotidiennement, et plus encore pour les bovins laitiers, puisqu'au moment de la traite, 2 fois par jour, il a même un contact direct avec les animaux. Donc c'est bien à lui, c'est bien sa responsabilité, et en droit, c'est bien sa responsabilité première. Ce qui ne dispense pas d'avoir d'autres acteurs
qui surveillent également. Les autres acteurs, c'est les professionnels de la santé animale, les hommes et femmes de l'art, c'est-à-dire les vétérinaires, qui ont l'occasion de se rendre aussi dans les élevages et qui peuvent aussi détecter les maladies soit directement, soit après appel et signalement de l'éleveur. Ça, c'est le quotidien. C'est le quotidien, et c'est comme ça qu'a été trouvé le premier foyer de DNC en France. Un éleveur a identifié des nodules. Voilà. Il a alerté son vétérinaire qui a pensé à la DNC. Ça, c'est, on va dire, en temps normal, classique. Maintenant, dès lors qu'on découvre un foyer avéré, il y a une zone réglementée, et dans cette zone réglementée, on change de braquet, et là, il y a des inspections officielles dans l'ensemble des élevages dans un rayon de 20 km et par sondage dans le rayon au-delà jusqu'à 50 km. Et ça, c'est officiel. Ce sont des vétérinaires mandatés, praticiens, mais mandatés par l'État, qui passent tout le monde en revue dans les 20 km et par sondage dans les 50. Et en abattoir également, il y a des services d'inspection officiels à l'abattoir qui, en élevage bovin, pour les bovins, examinent avant la mise à mort et après aussi l'état de santé des animaux. Donc à cette occasion, ils peuvent détecter des lésions, des signes cliniques, ou au moment de l'abattage, notamment une fois que la peau est enlevée, éventuellement des lésions sous-cutanées. Il y a, dans certaines circonstances, des sorties d'animaux vers l'abattoir qui doivent avoir un laissez-passer sanitaire des services de l'État. Et dans ce cas-là, l'abattoir, si c'est un abattoir qui est destinataire et non pas un élevage, les services officiels de l'abattoir de destination sont informés qu'il y a un laissez-passer sanitaire, ce qui attire un peu plus l'attention sur l'arrivée des animaux. Mais même sans ce laissez-passer sanitaire, 100% des bovins ont une inspection ante-mortem et post-mortem. Il y a eu un cas de détection de la DNC dans ce cas de figure-là, où un élevage était suspect, parce qu'en lien avec un élevage foyer, et l'enquête épidémiologique a montré que cet élevage suspect avait envoyé des animaux vers l'abattoir le jour même. Donc des vétérinaires praticiens ont été mandatés par l'État pour aller vérifier l'état de santé dans l'élevage, mais également l'alerte a été donnée aux services d'inspection, et les services d'inspection de l'abattoir ont détecté des nodules qui ont été prélevés, analysés, c'était positif. Et les vétérinaires qui sont allés dans l'élevage ont aussi vu des nodules qui ont été prélevés, détectés et positifs. Je continue sur les questions de mon côté, puis je passerai la parole aux collègues. L'origine, comment c'est rentré en France? Eh bien, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas, pour être clair. Voilà. On a cherché, on continue de chercher, mais aujourd'hui, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écarté des pistes. C'est-à-dire, il y a certaines pistes où on sait que ce n'est pas ça. On sait que ce n'est pas un insecte qui a amené tout seul la maladie depuis des pays infectés. Donc les pays infectés les plus proches à l'époque, c'était la Sardaigne, l'Italie avec la Sardaigne, voire l'Afrique du Nord. Donc ce n'est pas des insectes qui ont été transportés ou qui ont volé sur des grandes distances et qui ont posé le virus. Donc ça, on l'écarte. Maintenant, on a regardé aussi tous les mouvements de bovins provenant d'Afrique du Nord, mais il n'y en a pas eu, provenant d'Italie, dans une période de temps qui était à risque avant la détection du premier foyer en France. Donc on a pris quasiment 3 mois avant. On a regardé tout ce qui est arrivé en France, et en particulier en Savoie, là où il y en avait le premier. Il n'y a eu aucune arrivée de bovins vivants dans les 3 mois qui ont précédé le premier foyer en Savoie, ni depuis la Corse, ni depuis la Sardaigne, ni depuis l'Italie. Voilà. Donc de mouvements connus. Oui. Des mouvements connus, ça veut dire des mouvements déclarés. D'accord ? Ce qui nous laisse à penser, comme nous avons écarté la piste d'un déplacement d'un insecte sur des très grandes distances, plusieurs centaines de kilomètres, même au-delà de la Méditerranée, comme nous avons écarté les mouvements légaux, eh bien, il reste l'hypothèse forte du mouvement illégal d'un bovin, pas un cheval, pas un mouton, pas un être humain, un mouvement non déclaré, parce que tous les mouvements, il n'y a pas de Schengen en droit vétérinaire. Donc un mouvement non déclaré, donc illicite, d'un bovin infecté, mais non détecté comme tel, parce que soit en incubation, soit asymptomatique. Et ce qu'on ne sait pas, c'est
quelle est la plaque d'immatriculation, quelle est la personne. Ça, on ne le sait pas. Mais l'hypothèse la plus forte, c'est celle-là. Donc ça ne répond pas à la question quelle est l'origine, comment c'est rentré. On a exclu des pistes et il reste la privilégiée, mais à date, et les enquêtes continuent, des enquêtes à haut niveau, on a une brigade nationale pour ça. Et certains noms bien connus de personnes qui ont l'habitude de faire le métier de transport de bovins ont été un peu surveillés de près. Ça a été écarté et on continue les investigations, mais aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question qui est qui. Le camp, on le sait à peu près, d'où, on voit d'où, mais le nom de la personne, on ne l'a pas à date et on continue de chercher. J'avais encore une question de mon côté. Pourquoi 50 km et que signifie être exposé au-delà? Donc être exposé au-delà, c'est lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un territoire qui est au-delà des 50 km c'est le droit européen, est exposé à un risque de contamination, on peut étendre la vaccination. C'est ce qu'on a fait en Corse. Toute la Corse a été soumise à vaccination parce que directement exposée à la proximité avec les foyers en Sardaigne. Il y a 12 km de bras de Méditerranée entre les deux territoires, mais au-delà de ces 12 km, qui est quand même beaucoup pour un insecte, il y a des mouvements très réguliers et pas toujours déclarés entre les deux territoires. Donc première source d'exposition. Et on l'a fait également en Occitanie. Pourquoi? Parce qu'en Occitanie, sur moins d'une semaine, on a eu en moins d'une semaine un foyer isolé en Haute-Garonne, un foyer isolé en Haute-Pyrénées, un foyer isolé en Ariège, un foyer isolé dans l'Aude. Et là, on ne sait pas dire quelle est l'origine de ça. Et donc on s'est dit, là, il y a une perte de maîtrise, ou un risque fort de perte de maîtrise. Donc on va prendre une mesure extraordinaire qu'on n'a pas fait ni en Nora, où on n'a pas eu besoin, ni en Bourgogne-Franche-Comté, où on n'a pas eu besoin. Et on a fait un cordon sanitaire, une barrière vaccinale, au-delà des 50 km en Occitanie, depuis l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Alors pourquoi 50 km maintenant? Pourquoi pas plus ou pourquoi pas moins? Dans un grand nombre de maladies qui ne sont pas vectorielles, ces maladies, elles se transmettent par des insectes volants, un rayon de 20 km suffit. De 10 km, pardon, un rayon de 10 km suffit. Là, c'est 50 parce que c'est une maladie vectorielle, parce qu'il y a un animal volant, les insectes, qui sont d'ailleurs très communs, qui peuvent faire circuler le virus sur une plus grande distance que la très courte proximité entre des bovins. Alors pour autant, vous avez entendu, dans les connaissances scientifiques, ces insectes sont assez lourds et se déplacent peu dès lors qu'il y a à boire pour eux. Ils sont hématophages. 6 km grand maximum, mais pour autant, par précaution, on prend 50 km. Voilà pour les questions qui, je pense, pouvaient être du niveau de la DGL. Monsieur Gauchot? Oui, moi, monsieur le sénateur, votre question m'interpelle parce qu'en fait, vous mettez le doigt sur la fragilité que l'on a aujourd'hui en santé publique vétérinaire. C'est le fameux maillage vétérinaire des vétérinaires ruraux que je représente. Moi, je suis dans le sud-ouest. On court après les maladies. Globalement, tous mes collègues, on était tous d'accord quand on a préparé. La crise, elle a été bien gérée. On a été bien géré. Moi, j'étais le premier à porter plainte pour des menaces, parce que j'avais prononcé en débat, vous savez bien, tous les débats qu'il y a eu à la télé avec certains acteurs syndicaux qui se sont emparés du sujet. Mais ce que vous pointez là du doigt, c'est le vrai couple, c'est les vétérinaires, c'est la profession vétérinaire. Il y a 70 ans, avec le professeur Leclinch qui a mis ça en place, c'est la lutte collective avec les GDS, avec l'État, avec les praticiens, avec la recherche. Aujourd'hui, on court après la maladie. On sort rincé de cette maladie. Il faut investir dans la prévention. Le mot que l'on a, et c'est scientifiquement établi, c'est 1 euro mis dans la prévention, c'est 7 euros économisés dans la crise. Donc aujourd'hui, quand vous posez la question, qui détecte? Effectivement, en Savoie, ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort maillage vétérinaire, parce que ce sont des éleveurs qui sont bien structurés, etc. Moi, je suis du Sud-Ouest. J'ai accepté d'aller discuter en plateau télé BFM avec un des leaders là, du Sud, parce que c'est mes clients aussi. Ce sont des gens qui sont dans la souffrance, où les prophylaxies sont parfois
mal réalisé. Chez nous, dans le sud-ouest, on a la tuberculose, on a la PPA qui est à mes portes, enfin à nos portes françaises. Moi, je suis en Dordogne et j'ai en plus de la tuberculose, j'ai l'influenza. Sur ma clientèle, on a du dépeuplement en tuberculose, en grippe aviaire ou en influenza. Donc aujourd'hui, ce maillage, il est en hypertension. Le maillage est en hypertension. Et tous les étages, on le sent, les étages du ministère, du MASA, l'étage de la recherche, aujourd'hui, on manque d'une... C'est criant, la recherche française, si on se compare à la recherche en santé publique vétérinaire, si on se compare aux autres pays, on est en déficit d'investissement, on n'a pas de coordination, pourtant on a des gens très bien, enfin, mes collègues, les Anneaux de l'INRAE, Gilles Salva, etc., c'est pointu, mais on le sent, enfin, moi j'apporte cette vision politique, parce que je la connais, vous avez vu, je suis président de la Fédération des syndicats vétérinaires et je suis vice-président de l'Académie vétérinaire de France, donc j'ai les deux casquettes, j'allais dire. La science me pousse si je suis là, et puis la profession me pousse aussi. Donc aujourd'hui, on est en sous-investissement, et retenez le chiffre de 1 euro d'investi, c'est 7 euros d'économisé. En plus, sur ces crises-là, on est derrière, on l'a vu, l'acceptation sociétale. Même nous, dans la profession, ça nous a traversé. Le dépeuplement. Il y a des gens qui n'acceptent plus ça dans la société. Donc faire croire qu'on n'aura plus de dépeuplement avec les maladies de demain, c'est faux. On peut améliorer, on peut descendre. Il faut améliorer la recherche. Ça a été dit notamment, et il y a une question, mais je vais laisser mes collègues plus pointus que moi répondre sur le sujet, c'est-à-dire, il y a les fameux, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question, les fameux faux négatifs, etc., sur ces animaux qui sont, au début j'avais dit porteurs sains, non, les experts, mes professeurs à côté m'ont dit non, ce sont des porteurs asymptomatiques, enfin ça a bien été démontré. Donc aujourd'hui, votre question, monsieur le sénateur, elle montre qu'on est à la limite. Et pourtant, je vous le dis collectivement, et je l'ai dit sur des plateaux publics de télé, je ne suis pas le perroquet de madame la ministre, ni de monsieur le Premier ministre, etc. Mais nous, globalement, on estime la profession vétérinaire, et Dieu sait si on a pris des coups, on l'a bien géré. Et avec les éleveurs, on voit qu'en Savoie, quand on amène les éleveurs de Savoie dans les discussions privées ou publiques, etc., sur le sujet, ils ont de suite joué le jeu parce qu'ils ont très très vite compris. Ça a été dit dans les chiffres. Vous laissez passer 15 jours, au début vous n'aviez qu'une vache, et puis au bout de 15 jours, vous avez quasiment tout le troupeau. Donc ces éleveurs, où il y a un vrai maillage, où tout le réseau des laboratoires, des vétérinaires sur le terrain et en service est bien fonctionnel, ça passe pas trop mal. Dès que ça coince un peu, dans les PO, dans l'Aude, on s'est retrouvé en difficulté. Il n'y avait plus suffisamment de vétérinaires. Madame la ministre, à un moment donné, où son préfet a dit « Pourquoi dans le Gers, ça ne va pas aussi vite ?» On lui a répondu « Dans le Gers, il n'y a plus beaucoup de vétérinaires qui font de la pratique. » C'est ça le sujet. Oui, je vous en prie, Madame Dufour. Quelques autres questions. Une question que vous avez posée sur, je ne sais plus qui l'a posée, sur pourquoi il y a des animaux qui ont des signes cliniques et pourquoi des animaux n'en ont pas. Bon, alors ça relève de la variabilité, j'allais dire, individuelle, et en particulier de la qualité immunitaire de chaque animal, d'une part, c'est-à-dire à la fois du récepteur, et puis aussi de l'émetteur, c'est-à-dire est-ce que la dose infectante est très importante ou moyennement importante ou moins importante. Donc voilà, et pour toutes les maladies, y compris les plus méchantes, il y a toujours des individus, heureusement d'ailleurs, je vous rappelle que la peste au Moyen-Âge n'a tué que 50%, ou a tué 50% totalement de la population totale. Donc c'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui ont réussi à y résister naturellement. Alors certains n'ont pas été exposés, d'autres étaient exposés et ont guéri. C'est pareil pour cette maladie. Donc ça explique pourquoi il y a des animaux qui sont infectés et qui ne présentent pas forcément de signes cliniques. Et puis comme ça a été dit et ça a été rappelé par mon camarade, si on attend un peu, en fait on se rend compte que c'est peut-être pas 50%, mais plus 70-80% qui peuvent éventuellement manifester des signes cliniques. Vous aviez posé, je crois, une deuxième question sur y a-t-il un réservoir sauvage ? La réponse en France est non, clairement. Après, ailleurs, les buffles, les zébus sont réceptifs fortement à cette maladie. D'ailleurs, ce n'est pas une maladie, ça a été dit dans certains médias, une maladie de l'élevage industriel, etc. Ça n'a aucun rapport avec ça, puisqu'il y a autant de dermatoses nodulaires contagieuses dans les petits élevages. Moi, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Agronomes et Vétérinaires sans frontières également. Et on intervient sur la dermatose nodulaire contagieuse au Cambodge parce qu'elle fait des ravages dans les tout petits élevages familiaux. Alors, oui, très certainement, il y a un réservoir sauvage. C'est apparu en Zambie en 1929, cette maladie. Après, en Zambie, il y a des animaux sauvages qu'on n'a pas chez nous en France. Ces réservoirs sauvages ne sont pas parfaitement bien identifiés aujourd'hui. C'est probablement des bovidés, enfin des animaux qui sont proches voilà. Mais donc,
oui, des zébus ou des bovins. Donc la question ne se pose pas pour nous aujourd'hui. Je crois qu'il y avait une troisième question pour moi qui était... Ah oui, est-ce que le personnel, enfin les rassemblements d'éleveurs ont pu jouer un rôle dans la diffusion? La réponse est oui, très certainement, mais sans doute faiblement. Certainement, alors attendez, je m'explique mieux. Oui, très certainement, dans la mesure où ils étaient nombreux, ils ont piétiné, ils ont ramené des voitures. Peut-être dans les voitures, il y avait des mouches, parce que les mouches, elles rentrent dans les voitures. Et que je vous rappelle que ça s'est passé tout ça à une période où il faisait particulièrement doux et où la densité de stomox et de temps était importante. Et quand vous ouvrez la fenêtre de votre voiture à proximité d'un élevage, eh bien, il y a des mouches qui rentrent dedans et vous pouvez les transporter d'un élevage à l'autre. Donc ça peut jouer absolument un rôle de diffusion de cette manière-là. Après, sur le matériel, sur les bottes, etc., ça peut jouer un rôle, mais on sait qu'il est quand même mineur par rapport à la transmission vectorielle. Voilà. Donc il ne faut pas... si ça a joué un rôle, c'est plutôt par le transport de mouches, qui est tout à fait possible, alors là, qui est lui, surtout sur des petites distances. Évidemment, si vous faites 800 km avec des mouches dans un véhicule, à un moment donné, leur pièce buccale, enfin, le virus s'inactive au bout d'un certain temps. Si vous faites 50, 60 km parce que vous êtes de proximité, etc., avec ces mouches et que vous les relâchez dans un élevage sain, eh bien, elles peuvent tout à fait jouer un rôle de diffusion. Et elles ont pu jouer le rôle de diffusion, notamment sur des distances de 80, 90 km dans certaines zones. Voilà. Donc oui, ça a été délétère pour non seulement sur le plan humain, pour les gens qui sont intervenus dans les foyers, mais ça a été aussi délétère probablement pour la diffusion, ces rassemblements proches, à proximité des élevages affectés. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je crois qu'il n'y a qu'une question à laquelle il n'y a pas eu de réponse, c'est cette maladie si mal nommée. Ah oui. Oui, il existe une peste bovine, hein, déjà. Et la peste bovine, elle a été éradiquée, mais elle existe. Voilà, et on a l'habitude quand même de garder le nom peste à des animaux qui créent des septicémies de type hémorragique. Et c'est plutôt ça, d'habitude. Oui, c'est un virus de variole aussi. Hein, donc Pardon ? C'est un virus de variole. Hein, donc, oui, ça a été créé. Si je puis me permettre, sur ce point du nom, hein, je vous rejoins sur le fait que effectivement, DNC, ça fait pas très peur. En anglais, c'est un peu plus stupéfiant, c'est LSD, Lumpy Skin Disease. Mais en fait, on nous reproche assez souvent de donner des noms catastrophistes aux maladies. Alors après, quand je dis nous, on nous reproche dans le grand public, et si on appelle ça variole, ça peut aussi induire le fait que c'est peut-être une zoonose, qu'on a peut-être un risque de passage, et c'est aussi là-dessus qu'on fait attention aux noms qu'on donne aux maladies. Après, c'est des noms internationaux, hein, donc, mais par exemple, quand on parle de peste porcine africaine, les éleveurs nous le reprochent, ils préfèrent parler de fièvre porcine africaine parce que c'est African Swine Fever en anglais. Nous, on l'a traduit par peste parce que c'est une peste, parce que ça va tuer très vite un troupeau. Donc je suis assez d'accord sur le fait que le nom n'est pas en rapport avec la gravité de la maladie, mais ça, faute de mieux. Monsieur le Président. Oui, juste un mot de conclusion d'abord pour vous remercier de nouveau de votre participation et de vos contributions. On pourrait passer encore beaucoup de temps sur ce sujet, mais je pense qu'on en a quand même couvert un bon périmètre. Je voudrais remercier aussi les équipes de l'OPEX, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui ont su organiser cette table ronde en un temps assez contraint, puisque avec la suspension et les vacances de Noël, c'était forcément pas simple. Donc merci à toutes les équipes qui vous ont contacté, qui ont organisé cette audition publique qui est suivie. On a d'ailleurs pas mal de questions d'internautes qui prouvent que ça interroge dans ce type d'épidémie, évidemment, plein d'interrogations, parfois fondées et parfois manipulées. J'hésite pas à dire ce terme. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les connaissances, les données contribuent à une meilleure appréhension des prochaines crises, puisqu'on nous dit qu'il y en aura probablement et qu'elles sont à nos portes. Donc je ne sais pas si on va s'empresser d'aller regarder ça, mais en tout cas, on va prendre conscience de ces dangers qui nous menacent. Voilà pour cette audition au Sénat sur la dermatose nodulaire, épidémie qui frappe les cheptels bovins dans le sud-ouest de la France et qui a fait exploser la colère agricole ces dernières semaines.
C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur Public Sénat.